Nous savons tous que la nature fait bien les choses. Si elle dote une créature d'une aptitude particulière, tout devrait logiquement bien se passer, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Sauf que certains clichés d'animaux sauvages nous font nous demander si l'évolution n'est pas allée de travers. La disposition naturelle des serpents leur permet d'avaler une souris tout entière. Mais dans certains cas, cette formidable capacité peut se retourner contre eux. Et oui, les serpents peuvent en fait s'avaler eux-mêmes. Les chercheurs pensent qu'ils le font surtout en raison du stress, de la captivité, de la régulation des températures, de la faim ou de la maladie. Le serpent est complètement impuissant dans une telle situation et cela se voit. S'il ne reçoit pas d'aide à temps, ses propres sucs digestifs peuvent commencer à ronger la queue qu'il a avalée. Si tu surprends ton serpent de compagnie en train de faire cela, essaye de l'en empêcher ou emmène-le chez le vétérinaire. D'accord, mais qu'en est-il des crocs, me diras-tu? Un serpent venimeux est-il immunisé contre son propre venin? Si le serpent le digère, alors tout ira bien. C'est parce que l'un des principaux composants du venin sont les protéines. De plus, le venin est excrété par une glande qui se situe dans la bouche du serpent. Ainsi, quelle que soit la proie que le serpent mord, il y a de fortes chances qu'il en avale un peu. La seule façon pour un serpent de souffrir de son propre venin serait de se mordre directement dans un vaisseau sanguin. Dans un pareil cas, il aura la même réaction que n'importe quel autre animal. Tu t'es réveillé avec les cheveux en pétard? Regarde plutôt ce spécimen. Chris est un bélier mérinos australien qui est devenu une célébrité en 2015, après avoir été découvert dans la nature. Des fermiers l'ont tondu et en ont retiré près de 40 kg de laine. Lorsque l'animal a été retrouvé, il portait sur lui une toison de plus de 5 ans. Mais Chris appartenait à une race de moutons domestiques qui doivent être tondus régulièrement. Dans le cas contraire, l'animal court un grand risque de blessure et d'infection. La vie de ces petits choux dépend donc directement de leur passage chez le coiffeur. Parlons maintenant des cornes. Les bovins, les chèvres et bien d'autres espèces arborent fièrement cette coiffure fantaisiste, non seulement pour le style, mais aussi comme une arme en vue d'affrontements violents. Si tu demandes directement son âge à ce bélier, tu obtiendras sûrement un « pour réponse. Mais si tu veux en obtenir une plus précise, tu peux compter le nombre de cernes sur ses cornes. Le cercle le plus grand et le plus foncé marque généralement son 4e anniversaire, lorsque le bélier est suffisamment mûr pour s'accoupler. Bien que les cornes des animaux puissent sembler très résistantes, la plupart d'entre elles sont en fait constituées de kératine. Il s'agit de la même protéine que celle dont sont faits les cheveux et les ongles des humains. Les cornes ne cessent de pousser au fur et à mesure que l'animal vieillit, tout comme nos propres cheveux. Elles peuvent finir par se recourber pour prendre des formes vraiment extravagantes, ce qui fait que ces armes se retournent parfois contre leurs propriétaires. Voici à quoi ressemble la corne d'un mouton Wiltshire lorsqu'il est jeune. Mais au fil des ans, les cornes se recourbent le plus souvent devant le visage de l'animal. Si la plupart d'entre elles poussent de manière inoffensive, les cornes qui poussent vers l'intérieur peuvent finir par s'approcher dangereusement de la tête du mouton. C'est le cas de ce bélier qui n'a vraiment pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa corne a lentement poussé dans son propre crâne et finalement, cela ne s'est pas très bien terminé pour lui. Bien sûr, rien de tout cela ne serait arrivé dans une ferme, car les éleveurs auraient coupé ses cornes de manière préventive. Mais hélas, dans la nature, les animaux ne peuvent pas souvent profiter d'un coiffeur à domicile. C'est pourquoi ils utilisent des pierres et des branches pour frotter et raboter leurs cornes afin de les entretenir, de la même façon que les humains se coupent les ongles. Une génétique défectueuse n'est pas la seule cause de déformation des cornes. En effet, lorsque les mâles de ces espèces veulent s'affronter pour la domination, ils commencent à se battre pour montrer l'un à l'autre qui est le patron. Ces batailles peuvent entamer la structure des cornes et les faire pousser à des angles bizarres, voire dangereux. Plus la forme originale des cornes est fantaisiste, plus leur fracture peut s'avérer problématique. Ce pauvre coudou d'Afrique en est un exemple frappant. Heureusement, dans certains cas, la croissance illimitée d'une partie du corps peut être bénéfique pour l'animal. Il n'y a qu'à voir ses adorables sourires. Si tu te casses une molaire, ton dentiste te dira probablement que c'est irréversible et te proposera de la remplacer. Mais si un alpaga se casse les dents de devant, il lui suffit d'attendre un peu. Bien que ces animaux n'aient pas de dents du haut, leurs dents du bas poussent constamment tout au long de leur vie. Et lorsqu'elles sont trop longues, elles peuvent te donner la chair de poule. C'est pourquoi certains éleveurs préfèrent les tailler de temps en temps, tout comme les propriétaires d'animaux prennent soin des griffes de leurs chats ou de leurs chiens. Les lamas ressemblent tellement aux alpagas que de nombreuses personnes confondent ces deux espèces. Mais la principale différence entre les deux est que les dents de devant des lamas sont recouvertes d'émail. C'est pourquoi, contrairement à celles des alpagas, les leurs ne possèdent pas ce super pouvoir de croissance illimitée. Dommage pour eux.
Contrairement aux cornes en kératine, les bois des cerfs sont entièrement constitués d'eau. En règle générale, seuls les cerfs mâles ont des bois. Il est très rare que les femelles puissent également en développer, en raison de leur propre équilibre hormonal. C'est l'équivalent pour le cerf d'une barbe sur une femme humaine, qui peut parfois apparaître en raison des diverses conditions physiques. Seuls les adultes acquièrent et perdent tour à tour leur bois chaque année, ce qui coïncide avec leur saison de reproduction. Au début, ces bois sont recouverts de velours, une peau protectrice parcourue de vaisseaux sanguins. Mais une fois que les bois sont complètement développés, le cerf se débarrasse du velours, tout comme les serpents se débarrassent de leur mue. Bien que ce processus ne fasse pas de mal au cerf, il peut sembler assez effrayant. Une fois que les nouveaux bois sont fin prêts, les cerfs commencent à se battre avec d'autres mâles pour attirer l'attention de ces dames. En général, les cerfs se privent de manger et de dormir tant que dure cette compétition. Et si tu t'es déjà demandé si les bois des deux cerfs pouvaient se coincer les uns dans les autres, la réponse est oui. Chaque cerf risque de se retrouver empêtré avec son propre rival au lieu de passer une nuit romantique avec la femelle convoitée. Ça, c'est pas de peau. De plus, tous les dommages subis par le cerf lors de cette parade peuvent influer sur la croissance des bois si certains nerfs sont endommagés. Et tout comme les cornes, les bois peuvent se développer selon des angles improbables en raison de défaillances génétiques. Certaines mutations peuvent même les rendre monstrueusement grands. Ce cerf malchanceux, par exemple, peut à peine bouger la tête sans perdre l'équilibre. Par ailleurs, si un cerf se casse une patte, son corps peut accélérer sa guérison en sacrifiant la matière osseuse et le sang de l'un de ses bois. Ainsi, celui-ci s'amincit et s'affaiblit. En parlant d'extension faciale, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les défenses. Voici le babirusa, originaire d'Indonésie. Cet ancien sanglier est apparu il y a plus de 35 000 ans. Il est facile de confondre ces énormes défenses avec des cornes. Mais il s'agit en fait de canines supérieures. Elles ont tendance à percer la peau de la face du sanglier à mesure que celui-ci grandit. Les scientifiques pensent que ces défenses intimidantes ont évolué pour protéger les yeux et la gorge lors des combats avec d'autres mâles pendant la saison des amours. Mais cette conception ne semble pas très judicieuse. Si un sanglier mâle ne rabote pas régulièrement ses défenses, celles-ci peuvent bien finir par se recourber dans son propre crâne, ce qui peut l'aveugler ou bien pire encore. Et si je te disais que les sabots pouvaient pousser de manière incontrôlée, tout comme les bois et les cornes, il a fallu des millions d'années à l'évolution pour transformer l'os de l'orteil central du pied des animaux en sabots. Et tout comme les ongles de pied, ils ont tendance à pousser et à s'enrouler dans des formes inquiétantes s'ils ne sont pas coupés régulièrement. Lorsque les ânes ou les chevaux n'ont pas la possibilité d'user leurs sabots naturellement en marchant sur des surfaces dures, ils tendent à pousser de façon excessive. Les animaux marchent alors sur la pointe des pieds et leurs tendons s'en trouvent trop étirés, ce qui peut entraîner des douleurs ainsi qu'une perte osseuse. En bout de compte, ils peuvent perdre la capacité de marcher. Ainsi, si tu croises un cheval aux sabots recourbés, pense à appeler un professionnel pour qu'il lui fasse une manucure d'urgence. L'une des questions les plus singulières que l'on puisse se poser sur le monde sous-marin est sans doute la suivante. Un poisson peut-il se noyer dans l'eau ? Eh bien oui, c'est possible. Bien que les branchies soient un don étonnant de la nature, de nombreux facteurs peuvent priver un poisson d'une respiration saine. Lorsque la teneur en oxygène de l'eau est trop faible, les poissons commencent à suffoquer. Mais cela se produit très rarement dans la nature. Le manque d'oxygène apparaît généralement dans les aquariums qui ne sont pas lavés et réapprovisionnés assez souvent. En outre, les parasites, les maladies et un déséquilibre général des composants de l'eau peuvent entraîner la noyade des poissons. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Si tu penses que tes parents ont été trop durs avec toi, peut-être qu'avec cette liste d'animaux, tu comprendras qu'ils n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. La femelle du cheval, ou jument, a une période de gestation d'environ 1 an. Cela peut sembler terriblement long, mais pour les éléphants, ce n'est encore rien. Ils portent leurs petits jusqu'à 22 mois avant de leur donner naissance. Contrairement aux autres animaux qui préfèrent se reposer en attendant l'arrivée de leurs petits, pour les juments, la grossesse est synonyme de fête. Dès que la jument est enceinte, elle fait le tour du troupeau et s'accouple avec chaque étalon. Cela pourrait te paraître absurde, étant donné qu'elle est déjà enceinte, mais il y a une explication raisonnable. Les chevaux sont plutôt fiers et agressifs envers leurs rivaux. Mais si un étalon pense qu'un poulain est son fils, les risques qu'il fasse du mal aux petits seront nuls. L'intention réelle des juments est donc de protéger les poulains en faisant en sorte qu'aucun mâle ne sache qui est le vrai père. N'est-ce pas ingénieux ? Les juments figureront donc tout en bas de notre liste.
Tout le monde sait bien que la femelle du coucou abandonne ses petits avant même l'éclosion. Elle pond tout simplement ses œufs dans le nid d'autres oiseaux et s'en va pour toujours. Et comme il est difficile de faire la différence entre les œufs, les oiseaux d'accueil finissent par tous les couver de la même façon. Pendant ce temps, les coucous profitent de leur vie sans attache. Hélas, les problèmes surviennent vite dans le nid. Le petit coucou sème le chaos dans sa famille nourricière. Il grandit plus vite et éclot plus tôt, et pousse les autres petits hors du nid maternel. Les moineaux sont tellement mignons. Mais ne te fie pas à cette petite bouille innocente. La femelle du moineau est à la fois une mère attentionnée et une furieuse marâtre qui terrifierait même Cendrillon. Les moineaux sont généralement monogames, mais il arrive qu'ils aient des relations en dehors du nid conjugal. Lorsque cela arrive, une femelle peut souvent découvrir les maîtresses de son compagnon et elle n'hésitera pas à détruire leur nid. Pourquoi ? Pour s'assurer que le moineau mâle aura suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre progéniture. Apparemment, ils n'ont pas entendu parler des babysitters. Les phoques du Groenland s'occupent de leurs petits pendant leurs 2 premières semaines. On ne peut donc pas dire que ces créatures sont les pires mères du règne animal. Pendant cette courte période, elles gardent leurs enfants près d'elles, les dorlotent et les nourrissent 24 heures sur 24. Mais après cela, les mères phoques leur disent au revoir et les laissent seuls sur la glace. Les bébés phoques sont encore très vulnérables car ils ne savent ni nager, ni chasser, ni se protéger. Il leur faudrait au moins 2 mois pour acquérir toutes ces aptitudes. Ils passent donc leur temps à attendre, à perdre du poids tout en essayant d'éviter de finir dans la gueule d'un prédateur. Il n'est pas étonnant que seul 1/3 des petits phoques réussissent à survivre à leur première année. Les hamsters sont d'adorables petites créatures, n'est-ce pas ? Mais pourtant, ils possèdent un secret qui pourra choquer ceux qui ne sont pas au courant. Il se peut en effet que la femelle du hamster confonde sa progéniture avec son dîner. Personne ne sait exactement pourquoi, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories. Certains pensent qu'elle fait cela pour faire le plein d'énergie après avoir donné naissance. D'autres affirment que les hamsters peuvent se sentir stressés et menacés par une portée trop importante. Cet acte serait donc un mécanisme de défense. Pour éviter cette triste fin, les experts recommandent de faire en sorte d'éviter tout stress à l'animal et de bien le nourrir. Tout ou rien est probablement la devise préférée des ours noirs. Ils ont généralement 2 ou 3 oursons à la fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, une maman ours n'a qu'un seul ourson, elle pourra l'abandonner dans l'espoir d'avoir une portée plus grande l'année suivante. Pourquoi ? Probablement parce qu'élever un seul petit n'en vaut pas la peine. Et tandis qu'un ourson noir aura plus de chances de survivre s'il a un frère ou une sœur, c'est tout l'inverse chez les pandas. Étonnamment, ces adorables nounours sont des parents assez négligents. Les mères ont généralement des jumeaux, mais elles préfèrent ne s'occuper que de l'un d'entre eux. Elles dorloteront et allaiteront le petit le plus fort. Pendant ce temps, le plus faible sera délaissé et devra survivre par ses propres moyens. Cette cruauté s'explique tout à fait rationnellement. Les pandas mangent du bambou, mais ce n'est pas assez nutritif pour faire du lait pour 2 petits. Même les pandas vivant dans les eaux obéissent à cet instinct. Heureusement, les employés des parcs animaliers nourrissent tous les petits sans distinction. Bien que les singes aient généralement la réputation d'être des parents attentifs, ces mignonnes créatures moustachues font exception à la règle. Après une période de gestation d'environ 5 mois, la femelle du tamarin donne naissance à des jumeaux. Et s'il arrive qu'ils tombent de l'arbre, elle ignorera complètement leurs pleurs et leurs appels. Il se peut même qu'une mère jette violemment ses petits du haut de sa branche. Qui sait ce qui se cache dans ces petites têtes ? Mais toutes n'ont pas le cœur aussi froid. Si une mère tamarin est bien entourée, dispose de nourriture et se sent protégée, il est probable qu'elle prenne bien soin de sa progéniture. Mais si personne ne la regarde ni ne l'aide, elle pourra refuser de faire le moindre effort. Sans doute parce que les petits n'auront alors pas de grandes chances de survie. Bien qu'il semble que les tamarins à moustache feraient d'excellents animaux de compagnie, les experts affirment que ces singes demandent plus de soins que n'importe quel autre animal domestique. Surtout, prends garde à ce qu'ils ne te poussent pas de ta branche. On associe généralement les lapins aux câlins et aux caresses. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi doux lorsqu'il s'agit de leurs propres petits. Les mères préféreront quitter le terrier dès qu'elles auront mis bas. Et ces mignons petits lapins devront apprendre à affronter les défis de la vie par eux-mêmes.
ils ne voient leur mère que quelques minutes par jour, pendant la tétée. Les scientifiques pensent que les lapins abandonnent leur progéniture pour tromper les prédateurs et les éloigner. Bien sûr, cette méthode n'offre pas de garantie à 100%. Après tout, les lapines ne font pas beaucoup d'efforts pour aménager un abri des plus sûrs. Elles le construisent généralement à l'air libre. Et où est le repère, te demandes-tu peut-être ? Eh bien, il est recommandé d'isoler les mères des mâles pendant qu'elles élèvent leurs bébés. Contrairement aux chevaux, les lapins ne feront probablement pas de mal aux petits. Mais ils pourraient à nouveau féconder la lapine, même si elle vient d'accoucher. Les reptiles ne sont pas connus pour être des créatures chaleureuses et attentionnées, et leur approche pratique de la vie s'étend également à leur méthode d'éducation. Les sinques à longue queue ne font pas dans la demi-mesure en matière d'autoprotection. Cette espèce de saurien mangera ses propres œufs si trop de prédateurs se rassemblent autour de son abri. La mère ne fera aucun effort pour repousser le danger. Sa devise est peut-être « Si je ne peux pas les garder, alors personne ne les aura. Une fois la menace éloignée, elle continue à vivre normalement et à pondre des œufs. » La femelle de l'aigle pond 2 ou 3 œufs en une semaine. Après environ 1 mois de couvaison, les aiglons naissent enfin. Mais leurs problèmes ne font que commencer. Comme les œufs n'ont pas tous exactement le même âge, ils n'éclosent pas simultanément. Et la concurrence entre frères et sœurs peut alors être terrible. Ils se montreront très agressifs les uns envers les autres. Les oisillons plus âgés attaqueront généralement les plus jeunes avant même qu'ils n'aient eu la chance de commencer leur vie, probablement afin de gagner de la place et manger à leur faim. Et la maman aigle ne prendra pas la peine de séparer ses petits. Même si leur bagarre entraîne de graves blessures, elle ne réprimandera pas le gagnant ni ne sauvera le perdant. On dit que cette indifférence est censée préparer les jeunes aigles à la dure vie qui les attend. Après tout, l'aigle est un oiseau de proie, et il n'aura de pitié ni pour les mammifères, ni pour les autres oiseaux qu'il chassera jusque dans leur nid. Tu travailles dans une grande réserve naturelle qui abrite plus de 1000 espèces d'animaux. La nuit, tu traverses le territoire en jeep pour voir si tout va bien. La plupart des animaux dorment. Soudain, tu entends les singes crier. Ils sautent de branche en branche. Un troupeau de chevaux sauvages sort de la forêt en courant. Ils ont l'air inquiets, eux aussi. Tu entends de nombreux animaux pleurer. On dirait qu'une chose étrange et inconnue s'est réveillée et a horrifié toute la réserve. Tu vois un éclair dans le ciel nocturne, c'est une météorite et elle vole droit vers toi. Tu montes dans ta voiture, tu appuies sur l'accélérateur et tu t'éloignes le plus loin possible. La roche spatiale tombe juste devant toi et projette ton véhicule sur le côté. Tu t'évanouis. La météorite tombée émet une étrange lueur jaune. Tu es inconscient à l'intérieur de ta voiture renversée. Tous les animaux se sont calmés. Des milliers d'entre eux s'approchent silencieusement de la météorite. Son énergie vous enveloppe, toi et tous les animaux autour. Plus l'énergie rayonne, plus la roche spatiale rétrécit. Au matin, la météorite s'évapore dans l'air. Elle a absorbé les pouvoirs des animaux et te les a transmis. Tu te réveilles dans l'herbe près de ta voiture, entouré de plusieurs personnes. Ce sont les employés de la réserve et des agents en costume sombre. Ils étudient le cratère dans le sol et te demandent ce qui s'est passé. Tu leur parles de la météorite et ils t'ordonnent de les suivre. L'un d'eux te saisit fermement par les épaules. Tu n'aimes pas ça et tu veux t'échapper. 2 agents te tiennent. Tu te mets en colère et tu sens tes muscles se contracter et ta peau se couvre de fourrure. Tu repousses rapidement les hommes et tu rugis. Tes ongles se sont transformés en griffes. Tu as reçu les pouvoirs d'un ours et tu es aussi fort et féroce. Tu t'enfuis dans la forêt, mais les agents te suivent. Tu veux être plus rapide et tu sens ta colonne vertébrale changer de forme. Tu cours désormais à 4 pattes très vite. Tu as le pouvoir du guépard, l'animal le plus rapide de la Terre. C'est incroyable. Tu peux utiliser ton esprit pour acquérir les pouvoirs de n'importe quel animal. Tu te caches dans la forêt. Les agents sont loin derrière toi. Tu entends un hélicoptère dans le ciel, il projette un faisceau lumineux de projecteurs. Aïe, ils t'ont remarqué. Les agents utilisent un mégaphone pour te demander de t'arrêter. Mais tu sais ce qui t'attend. Des laboratoires, des expériences, la vie dans une cage. Tu as vu beaucoup de films à ce sujet, alors tu n'abandonneras pas. Tu cours hors de la forêt. Ils tirent des fléchettes sur toi. Tu te diriges rapidement vers un grand lac et plonges dedans. Des branchies se forment sur ton cou. C'est si bon de faire passer de l'eau à travers elles.
Des palmes ont poussé sur tes bras et tes jambes. Tes pieds sont comme des nageoires. Tes jambes fusionnent pour former une grande queue et tu es maintenant un morse. Tu traverses rapidement le lac à la nage et débarques sur le rivage de l'autre côté. Plusieurs voitures et motos font le tour du lac pour te rattraper. Il y a une autre forêt devant toi, mais cette fois, elle est trop dense. Il n'y a pas d'espace pour courir vite, mais tu peux avoir la force d'un singe. Tes mains s'allongent et tes doigts deviennent plus forts. Tu sautes sur un arbre, tu grimpes au sommet et tu scannes des yeux la réserve. Tu dois aller vers le sud et atteindre une petite ville pour te restaurer. Après quelques heures, tu atteins la limite de la réserve. Tu dois maintenant sauter par-dessus une haute clôture. Tes jambes deviennent fortes, tu sautes comme un kangourou, mais ce n'est pas assez haut. Tu tombes au sol. L'hélicoptère te rattrape. Tu acquiers des pouvoirs de lézard. Des écailles collantes poussent sur tes paumes. Tu escalades rapidement le mur de béton et sautes de l'autre côté. Tu te retrouves dans les hautes herbes. Des agents viennent vers toi de tous les côtés. Tu penses à te transformer en serpent, tes bras et tes jambes fusionnent avec ton corps. Tu peux maintenant ramper. Tu passes devant tous les agents et tu te retrouves sur la route. Tu vois une voiture au loin, tu lèves la main et lui demandes de s'arrêter. Oh non, c'est le véhicule des agents. Ils t'entourent. Le projecteur de l'hélicoptère est braqué sur toi. Tu n'as nulle part où aller. Mais tu peux voler. Tes vêtements se déchirent dans ton dos, d'énormes ailes poussent de tes omoplates. Tu t'élèves dans les airs. Il fait plutôt froid ici, mais les plumes sur ton corps te protègent du vent. Super, tu peux voler. C'est incroyable. Mais aïe, tu as l'impression que quelqu'un t'a pincé par derrière. C'est une fléchette. Ils t'ont eu. Tu as envie de dormir et tu te laisses redescendre. Tu fais un atterrissage brutal près d'une petite maison en bois. Des agents courent vers toi. Tu acquiers les pouvoirs d'un autre animal et tu t'évanouis. Les agents fouillent la maison mais ne te trouvent pas. Peut-être que la fléchette avec le somnifère n'a pas fonctionné sur toi. Après quelques minutes, ils repartent. Pendant ce temps, tu dors paisiblement contre le mur de la maison. À la dernière seconde, tu as réussi à acquérir des pouvoirs de caméléon. Tu as fusionné avec le mur et es devenu invisible. Tu dors encore quelques heures. Le soleil se lève. Une Jeep rouillée s'arrête dans la cour. Un vieil homme et un chien en sortent. Le chien court vers toi et commence à te lécher le visage. Le vieil homme se rend compte qu'il y a une personne invisible devant lui. Tu reprends tes esprits et tu racontes au vieil homme ce qui t'est arrivé. Il te donne de la nourriture et des vêtements propres. Tu le remercies et tu t'en vas. Maintenant, tu dois quitter le pays le plus vite possible. Tu penses à te transformer en chauve-souris. Des ailes palmées poussent dans ton dos et tu as des crocs. Tu voles sans rien voir. Ta vue s'est détériorée, mais ton ouïe est tout simplement fantastique. Tu as un pouvoir d'écolocation et tu peux émettre des ultrasons à haute fréquence. Quelque part au loin, tu entends le cri d'une personne familière. Oh non, c'est le vieil homme. Les agents l'ont attrapé. Tu fais demi-tour et voles directement vers la maison. L'un des agents te voit. Il hurle de terreur. Tu atterris et te transformes en rhinocéros. Ton corps devient énorme et ton nez s'allonge. Tu accélères et renverses plusieurs agents. Puis tu retournes leur voiture, cours dans la maison et libères le vieil homme. Il monte sur ton dos car tu es maintenant un cheval et vous partez loin d'ici. Tu atteins les montagnes. Le vieil homme a l'air fatigué mais reconnaissant. Tu ne peux pas partager sa joie car tu ne sais pas comment tout ça va se terminer. Tu demandes au vieil homme de se cacher pendant que tu distrais les poursuivants. Tu penses à un autre animal. Tes jambes et tes bras se transforment en sabots. Tu grimpes en haut d'une falaise comme une chèvre. Ils ne peuvent pas t'attraper. Mais à ce moment-là, l'hélicoptère réapparaît. Un agent te vise avec une fléchette. Des aiguilles poussent dans ton dos. Tu as des pouvoirs d'un porc-épic. Tu tires quelques aiguilles vers l'agent. Cela le distrait pendant quelques minutes. À ce moment-là, un puma te saute dessus, sorti de nulle part. Il te griffe. Tu penses à un lion et obtiens ses pouvoirs. Tu te mets sur tes pattes arrière et tu rugis très fort. Le puma prend peur et s'enfuit. L'hélicoptère s'envole. Tu accélères, sautes de la falaise et obtiens les pouvoirs de l'oiseau le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Tu fais un piqué à toute vitesse et atterris dans la forêt. Tu dois maintenant trouver le vieil homme. Tu as un museau de chien. Tu peux maintenant sentir l'odeur de ton ami et te diriger vers lui.
À ce moment-là, tu trouves un excellent plan pour arrêter les agents. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les 2 parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer.
Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur deux pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. Les léopards de mer sont tout mignons, n'est-ce pas? Impossible qu'une créature avec de si jolis yeux te fasse du mal. On ne s'y attendrait pas, surtout quand on voit tous ces phoques à la télé qui aiment jouer avec les humains.
Mais les léopards de mer sont de super prédateurs, il ne faut pas trop leur faire confiance. Après tout, leur nom vient de leur fourrure qui ressemble à celle des gros félins. Ils se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Très peu d'animaux s'attaquent à eux. Ce n'est pas si courant, mais les léopards de mer ont en revanche déjà attaqué les humains. De manière générale, ils sont plus agressifs que les autres phoques. Ce ne sont pas des animaux sociables, en général, ils préfèrent rester seuls. Leurs babines sont toujours remontées, de sorte qu'ils affichent un large sourire. Puisque ce sont des animaux solitaires, ils ont plus de difficultés à trouver un partenaire. Ils l'attirent en utilisant leur voix et parfois même en chantant sous l'eau. Le dingo. Difficile de le distinguer d'un simple chien errant. Mais attention, les dingos sont plus proches du loup que du chien. Ce sont les plus gros prédateurs terrestres d'Australie et ce sont aussi de super prédateurs. Ils attaquent leurs proies en meute. Lorsqu'ils sont plusieurs, ils peuvent s'attaquer à des animaux encore plus gros comme le kangourou roux. Ils évitent généralement les humains, mais si tu les croises en meute, mieux vaut les éviter. Tout le monde aime les pandas. Avec leur bouille adorable et leur air innocent. Ils sont devenus le symbole de la gentillesse et de la sérénité. Ils sont aussi très paresseux et ils passent le plus clair de leur temps à se reposer et à manger du bambou. Ils ont certes l'air paisibles, mais il ne vaut mieux pas les embêter. Si par accident tu traverses le territoire d'un panda ou qu'il te considère comme une menace, il peut te faire du mal. Ils disposent de mâchoires et de griffes puissantes et sont en général plus forts que les êtres humains. Ils attaquent rarement l'homme. Mais il vaut mieux les laisser tranquilles, eux aussi. Le nycticèbe. Cet animal est si lent que même en cas de danger, il s'immobilise. Ne te fais pas avoir par ses grands yeux et son petit nez. C'est une créature adorable, mais sa morsure est toxique et elle peut te causer énormément de problèmes. Les chercheurs affirment que le lorislan imite le cobra. C'est l'un des rares mammifères venimeux du monde animal. Il ne secrète pas le venin par sa bouche comme la plupart des autres animaux, mais par des glandes sudorales situées sur ses bras. Voilà, il ne s'agit donc pas d'un gentil petit ourson, mais plutôt d'un véritable monstre. Pareil pour le koala. Il a l'air si calme, mais il t'attaque sans problème s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal dangereux à l'origine. Il passe la plupart de son temps sur ses eucalyptus à roupiller. Il dort 22 heures par jour. Si jamais tu en croises un dans la nature, il va probablement juste grimper plus haut sur son arbre afin de t'éviter. Mais s'il se sent menacé, il peut utiliser ses griffes et ses dents pour se défendre. Les cygnes sont délicats et gracieux, mais aussi romantiques. Ils sont parfois associés à l'amour véritable. Mais dans ce cas, on pourrait bien aussi parler d'amour vache, parce que les cygnes peuvent être aussi vraiment dangereux. S'ils se sentent en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se protéger et surtout protéger leurs petits. Ils commenceront par feuler un peu, comme le font les chats, puis ils se mettront à battre des ailes. C'est là que tu dois fuir, parce qu'ils tenteront alors de te pincer avec leur puissant bec et de te frapper avec leurs ailes. L'ornithorynque. C'est aussi une sorte de créature mythique qui ressemble à un mélange de plusieurs animaux. Regarde ses pattes palmées et son bec. Ça ressemble à un canard, pas vrai ? Mais il a la fourrure d'une loutre et la queue d'un castor. Il est tellement gracieux lorsqu'il nage sous l'eau avec ses pattes palmées, mais il n'est pas aussi élégant quand il se déplace sur terre. Il sort alors ses griffes de façon à marcher plus facilement. Les mâles sécrètent du venin. Ils disposent d'ergots sur les talons de leurs pattes arrière. Et sache qu'ils les utiliseront pour se défendre. Les grenouilles d'Androbates. Les crapauds ont l'air beaucoup plus intimidants que cette jolie petite grenouille. Mais le crapaud est juste moche. Et il ne te fera aucun mal, contrairement à cette dernière. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses et elles ont chacune un niveau de toxicité différent. La dorée, connue sous le nom de philobate terrible, est la plus dangereuse et elle peut tuer 10 humains rien qu'au toucher. Le hérisson est un animal très apprécié. C'est une petite créature mignonne et innocente qui se met en boule en cas de besoin. Mais ça reste un animal qui pique et qui n'hésitera pas à utiliser ses piquants pour se défendre du danger. Si les piquants te trouent la peau, cela peut faire très mal. Le fourmilier. Avec ses yeux doux, le fourmilier a l'air inoffensif. Il n'a même pas de dents pour se défendre ou nous faire du mal. Mais par contre, il a des griffes.
Il les utilise en général pour trouver de la nourriture, mais bien évidemment, il s'en sert s'il se sent en danger. Est-ce que tu savais que leur langue est recouverte de piquants ? Eh oui, c'est leur outil principal pour la récolte de nourriture. Et cette langue peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle est longue et fine pour leur permettre de chercher des termites et des fourmis dans des recoins étroits. Les hiboux ne sont pas aussi mignons, mais ils ont cet air timide et intelligent. De plus, ils ne se préoccupent pas vraiment de l'homme. Sauf quand celui-ci s'approche et touche à son nid. Là, ils s'énervent. Ils ont de longues griffes acérées, donc vaut mieux ne pas les embêter. Par ailleurs, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés, donc même si tu penses les surprendre par derrière, ils te verront. Les kangourous ne sont pas du genre à chercher les ennuis. Mais si tu les cherches, ils n'hésiteront pas à s'affirmer et à te montrer qui est le patron. Ils peuvent se mesurer à un humain comme si c'était un autre kangourou. Ils ont des bras très puissants et peuvent te frapper avec leurs pattes. Mais c'est encore pire quand ils te frappent avec leurs pattes arrière. Les cerfs ont l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Mais attention, les mâles n'hésitent pas à se servir de leur bois s'ils se sentent menacés. Ils ont aussi l'habitude d'entrer dans les jardins des particuliers et de manger ce qu'ils y trouvent. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Les renards ne peuvent pas nous faire de mal avec cette bouille d'amour, n'est-ce pas ? Ils peuvent toutefois être porteurs de la rage, donc il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. De façon générale, ils évitent les humains, mais ils peuvent être agressifs envers l'homme et envers les petits animaux. Ils sont assez imprévisibles, donc fais attention. Les ratons laveurs ont l'air si sympas et ils sont si mignons qu'on pense qu'ils ne peuvent rien faire de pire que de fouiller dans nos ordures. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ces petits gars n'ont pas peur de sortir leur croc s'ils se sentent en danger. Même si tu étais juste allé voir qui faisait tout ce bruit dans ta poubelle. Leurs petites pattes sont mignonnes, mais elles sont pourvues de griffes pointues qu'il vaut mieux éviter. Les tarsiers font partie des plus petits primates au monde, et ils sont eux aussi les plus mignons. En les voyant, tu n'as qu'une envie, les câliner. Mais vaut mieux t'abstenir. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ils ne sont pas fans des humains qui les touchent. Alors ils peuvent réagir de façon assez imprévisible. Mieux vaut les admirer de loin. Psst, cours! Vraiment! Ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement? Toc toc! Un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takae, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça, tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takae a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux! Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les Néo-Guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un.
Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues ? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906. Mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment, mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture ? Eh bien la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps, des gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016. Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé 3 de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où? Tu as 3 options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu?
Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes. Et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100 et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne, un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leur mouvement, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hey, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint, n'est-ce pas? Méduse et corail. L'un ressemble à une plante, tandis que l'autre nage comme un poisson. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Ils appartiennent tous deux à la même famille de créatures dotées de tentacules urticants. Aïe! C'est difficile à croire, mais le corail est en réalité un animal. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, or les coraux ne le font pas. Ils sont constitués de milliers de polypes qui sont de minuscules créatures coralliennes. Ils ont des sortes de petits bras en forme de tentacules qu'ils utilisent pour attraper la nourriture et la projeter dans leur bouche. Ils ont l'air innocents et inoffensifs, comme une fleur marine qui reste là à ne rien faire. C'est probablement ce que pensent aussi les méduses qui flottent près d'eux, se cachant des plus gros prédateurs. Mais quand elles s'y attendent le moins, le corail en attrape une. Les biologistes ont été surpris par la puissance du corail. Attraper un animal plus gros qui bouge alors que lui est immobile nécessite un solide travail d'équipe. Quelques polypes attrapent la cloche de la méduse avec des tentacules, tandis que d'autres s'attaquent rapidement aux bras qui lui servent à se nourrir. Et la pauvre créature n'a aucune chance de s'échapper. Comme ce sont des cousins éloignés, les scientifiques pensent que les coraux sont immunisés contre le venin de la méduse. Scorpions et tiques. Les tiques ressemblent en tout point à des insectes, mais en remontant leur lignée, les scientifiques ont réalisé qu'elles sont étroitement liées aux scorpions. Ils se nourrissent tous deux d'aliments liquides, ont un grand sens de l'odorat qu'ils utilisent pour trouver de la nourriture et ont 8 pattes. Les scorpions sont meilleurs pour survivre dans des conditions difficiles. Ils peuvent passer une année entière sans manger. Mais lorsqu'ils mangent, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ils ne s'attaquent pas seulement aux petites bestioles comme les insectes et les araignées, mais aussi aux souris et à certains lézards. Il semble que les deux soient là depuis plus de 400 millions d'années, soit bien avant l'arrivée des dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être parmi les premiers animaux à être passés de l'eau à la terre. On a retrouvé la griffe fossilisée d'un scorpion de mer de 46 cm de long, ce qui implique que la bête elle-même faisait à peu près 2,50 m de long. D'ailleurs, après avoir trouvé la pince, les scientifiques ont réalisé que les crabes, scorpions et araignées géants étaient bien plus grands que nous le pensions. Suricates et civettes. Ils ressemblent à des chats et pourtant, aucun des deux n'a le moindre lien de parenté avec ces félins. Mais ils ont un corps assez long et agile, ce qui en fait des cousins éloignés des belettes et des mangoustes. Ils élèvent tous deux leurs petits dans des tanières souterraines, mais les suricates aiment le travail d'équipe. Ils font la plupart des choses ensemble, ce qui inclut prendre soin des petits et les élever. A l'inverse, les civettes sont plutôt des introvertis, qui n'aiment pas les réunions de groupe.
À la naissance, elles ont une fourrure complète, peuvent bouger et sont pratiquement prêtes à découvrir le monde. Les suricates, au premier stade de leur vie, n'ont pas les sens très développés et ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir. Parvenus à l'âge adulte, ils sont plutôt résistants. Ils sont assez forts pour survivre au venin des serpents, ont leur propre méthode pour attraper les scorpions, ont une excellente vision et sont capables de survivre sans eau. Ils ne tirent leur liquide que de ce qu'ils mangent. Les civettes sont nocturnes, tandis que les suricates apprécient une bonne nuit de sommeil et sont actifs pendant la journée. Humains et kangourous. Nous nous sommes en quelque sorte séparés il y a environ 150 millions d'années, mais nous avons toujours une lignée commune, et comme les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années, un génome presque identique. Cela pourrait nous donner plus de réponses sur ce que nous étions à l'époque. Bien que la main droite soit dominante chez la plupart des humains, certains d'entre nous sont gauchers. Or, c'est la même chose pour les kangourous. Après avoir commencé à marcher sur deux pattes, ils ont eu deux mains libres pour effectuer d'autres tâches. C'est alors qu'un côté est naturellement devenu dominant. Quant à la queue, les kangourous, comme la plupart des mammifères, en ont une pour un meilleur équilibre, surtout lorsqu'ils courent. Dans notre arbre généalogique évolutif, la queue a disparu. Les gorilles, les chimpanzés et les autres primates, y compris nous, n'en ont pas. Les animaux à quatre pattes ont besoin de beaucoup d'énergie pour chaque pas qu'ils font, alors que nous pouvons marcher sur deux pattes plus facilement grâce à la gravité. Chaque fois que nous faisons un pas, elle nous tire en quelque sorte vers l'avant. Ainsi, nous utilisons 25% d'énergie en moins que si nous marchions à quatre pattes. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de queue pour nous équilibrer. Fourmis et abeilles. S'il y avait une réunion de famille, les abeilles n'inviteraient pas les guêpes. Les scientifiques ont longtemps pensé que les fourmis étaient les parents les plus proches des guêpes. Il s'avère qu'elles ne sont liées qu'à certaines espèces comme les guêpes creuseuses et plus probablement aux abeilles. Les fourmis et les abeilles ont toutes deux des yeux spécifiques composés de facettes minuscules et des antennes. Elles sont toutes les deux des créatures sociales, vivent en groupes plus importants, elles sont travailleuses et apprécient le travail d'équipe. Elles construisent des nids et y retournent après avoir mangé. Elles sont aussi toutes deux très responsables. Les fourmis nettoient l'environnement, enlèvent les feuilles, les restes de nourriture, les restes d'insectes, mangent les insectes nuisibles et creusent des tunnels qui aident les plantes à mieux pousser car davantage d'air atteint alors le sol. Les abeilles fabriquent du miel et pollinisent les fleurs, ce qui explique en partie pourquoi la nature est si diversifiée. Oiseaux et dinosaures. Les oiseaux viennent d'un groupe de carnivores auquel appartient aussi le T-Rex, appelé théropode. Les fossiles d'anciens oiseaux datent de 150 millions d'années. Ils ressemblaient à de petits dinosaures avec des plumes et aussi des dents pointues. Mais de nombreux dinosaures avaient aussi des plumes et pas seulement ceux qui pouvaient voler. Les jeunes T-Rex sortaient de l'œuf sous la forme de boules molles et dufteuses comme les oisillons. Les plumes étaient utiles pour garder au chaud et les protéger. Le Vélociraptor était aussi couvert de plumes et avait des poignets et des chevilles articulées ainsi que 3 orteils. Certains dinosaures avaient aussi des os creux, certains s'asseyaient sur les œufs pour les tenir au chaud, tandis que d'autres dormaient la tête sous le bras avec les membres repliés comme les oiseaux. Et leurs griffes étaient aussi similaires. Baleines et vaches. Il y a très longtemps, environ 50 millions d'années, un petit animal se promenait sur les rivières du sud de l'Asie. Il avait des sabots et des pattes fines. La créature se nourrissait sur la terre ferme, mais lorsqu'elle sentait un danger arriver, elle sautait dans l'eau pour être en sécurité. Cet animal, appelé Indoius, était le plus ancien parent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de baleine et de dauphin. Une fois que cette créature inhabituelle est arrivée dans l'eau, la façon dont elle a évolué en baleine est devenue plus claire. Ses cousins qui sont restés sur la terre ferme ont pris une direction différente. Ils sont ce que nous connaissons aujourd'hui comme les mammifères à sabots, notamment les vaches, les moutons, les cochons, les girafes, les chameaux, les cerfs et même les hippopotames. Limules et araignées. Les limules ont une carapace semblable à celle des crabes et passent la plupart de leur temps à ramper au fond de la mer. Mais malgré ce comportement, elles sont plus apparentées aux araignées qu'aux crabes qu'elles côtoient probablement. Les limules ont 10 yeux sur les côtés et le dos, du sang bleu et peuvent remplacer certaines des parties de leur corps. Elles ont un corps segmenté avec des pattes articulées, tout comme les araignées. Elles se trouvent sur Terre depuis 500 millions d'années déjà, et leurs ancêtres préhistoriques pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Elles avaient des queues assez longues qu'elles utilisaient comme outil pour creuser lorsqu'elles avaient besoin de trouver de la nourriture. Avec leur queue, elles pouvaient même se redresser lorsqu'elles se retrouvaient à l'envers.
Heureusement pour nous, elles n'ont jamais suffisamment évolué pour finir par marcher sur la terre ferme, comme le font leurs cousines. Voici un trio intéressant. Les tapirs, les chevaux et les rhinocéros. Bien que les tapirs ressemblent plus à d'adorables cochons avec des trompes, ils ne sont apparentés ni à ceux-ci ni aux éléphants. Les rhinocéros sont originaires d'Amérique du Nord, et les premiers ne ressemblaient pas aux gros cailloux à la peau épaisse que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des mammifères élancés de la famille d'un poney. Certains des premiers chevaux peuplaient également ces régions et ressemblaient à de petits chiens avec des sabots. Les premiers tapirs étaient petits aussi. Les scientifiques ont aussi découvert un petit mammifère à sabots dont le nom scientifique est Cambaïtherium. Il vivait en Inde, laquelle était une île à l'époque, il y a plus de 50 millions d'années. Les os de sa mâchoire inférieure étaient soudés et la créature était herbivore, tout comme les chevaux et les rhinocéros. Il n'était pas leur ancêtre, mais il a aidé les scientifiques à comprendre comment ces trois-là appartiennent au même groupe. Éléphant et lamantin. Les vaches de mer marchaient autrefois sur la terre ferme. Et la preuve en est que les scientifiques ont découvert un animal intéressant, le Pésosirène, issu de l'arbre généalogique primitif de la vache de mer. Il vivait dans la Jamaïque préhistorique et s'est éteint il y a 40 millions d'années. Le lamantin actuel pèse le poids d'un piano standard et on peut le trouver dans les rivières et les eaux côtières peu profondes des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'Afrique de l'Ouest et du sud des États-Unis. L'éléphant pèse autant qu'un bus scolaire et vit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Ces deux-là ont pris des chemins différents, mais à voir cette créature à l'allure inhabituelle, on devine le lien qui existe entre eux. Les lions, les éléphants et les ours. Trois des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants, du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes.
Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours. Quant au puissant animal, il essaiera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien. Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon ? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens. Au moins nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cadors de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours ? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure ? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts ? Le degré de peur diffère chez chaque chien. Mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre
Ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours. Le ligre est probablement l'animal hybride le plus populaire et un chat incroyablement grand. Tu n'en croiseras pas dans la nature. On produit le plus souvent ce croisement de façon délibérée. Les lions et les tigres ne vivent pas dans les mêmes régions. Le ligre est un croisement entre un lion et une tigresse et il peut devenir très grand en très peu de temps. Ce sont en fait les plus grands chats du monde. Hercule, le plus grand ligre connu, en est un exemple concret. 418 kg et 3,30 m de long. Imagine-toi l'emmener en promenade. Les ligres sont généralement bien plus grands que leurs parents. Dans la plupart des cas, ils se comportent et ressemblent plus à des lions qu'à des tigres. Mais ils ont aussi quelques traits du tigre. Par exemple, ils ont le dos rayé et adorent nager. Et maintenant, le tigron. Personne ne pourrait te reprocher de penser que le tigron et le ligre sont fondamentalement le même animal. Après tout, ils sont tous deux une combinaison de tigre et de lion. Mais le tigron est issu du croisement d'un tigre et d'une lionne. Il est généralement plus menu que ses parents et beaucoup plus petit que son cousin géant. Peut-on les qualifier de cousins? Dans la plupart des cas, les tigrons héritent de l'allure charmante de leur père tigre, mais ils obtiennent aussi quelques traits intéressants du côté de leur mère. Par exemple, la socialisation et la capacité à rugir. L'un des animaux hybrides les plus rares au monde est sans conteste le balfin. Il est issu d'un croisement entre une femelle grand dauphin et d'un mâle fausse orque. Son nom peut porter à confusion, mais la fausse orque appartient à la famille des dauphins. Et elle n'est même pas apparentée aux orques. Les balfins sont un exemple très intéressant de mélange à 50-50 de leurs deux parents. Ils ont la peau gris foncé, soit le mélange parfait entre une fausse orque noire et un dauphin gris clair. Les dauphins ont entre 80 et 100 dents, les fausses orques en ont 44. Et leur petit hybride est à mi-chemin avec 66 dents. À quoi ressemblerait un croisement entre une algue et une limace? Pas besoin d'imaginer, le résultat existe, et c'est une limace de mer. Elle vit dans les marais salés du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, et c'est probablement la créature hybride la plus bizarre que tu verras dans cette vidéo, voire même dans le monde, mi-végétale, mi-animale. Certaines limaces semblent avoir eu la bonne idée de s'accaparer les gènes des algues innocentes, dont elles se nourrissaient, ce qui explique la similitude. Comme elles sont partiellement des plantes elles-mêmes, elles peuvent produire le pigment végétal appelé chlorophylle. Cela signifie que ces limaces inhabituelles sont même capables de photosynthèse. C'est le processus qu'utilisent les plantes pour transformer la lumière du soleil en énergie. Ainsi, elles produisent leurs propres molécules qui contiennent de l'énergie sans avoir à manger quoi que ce soit. Lorsque les scientifiques l'ont découverte, la limace de mer était le premier cas d'un animal multicellulaire capable de produire de la chlorophylle. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges un léopard et une lionne? Encore un hybride intéressant, appelé le léopon. Ces animaux sont presque aussi grands que les lions, mais ils ont des pattes plus courtes, comme leur père le léopard. Ils héritent aussi de certains de ces traits, comme la passion de l'escalade et de la natation. Il peut aussi y avoir une union entre un lion et un léopard femelle, et le résultat s'appelle un lipard. Les lions mâles mesurent généralement environ 3 mètres de long et pèsent environ 230 kg. La femelle léopard est beaucoup plus menue avec seulement 1,50 m de long et 36 kg. La différence de taille est si importante que cette union n'est pas si fréquente. Bon, maintenant, pourquoi pas un bison avec une vache? Quand tu étais petit, tu as peut-être pensé qu'il pouvait faire bon ménage, mais en réalité, cette combinaison crée un animal hybride inhabituel appelé le buffalo. Peu d'animaux hybrides peuvent se reproduire, mais le buffalo le peut. Quand un grizzly et un ours polaire s'accouplent, cela donne un ours appelé growler ou pisly, ou encore grizzlard. Choisis celui que tu préfères. On peut même en voir dans la nature.
Ces deux types d'ours se vouent généralement à un mépris mutuel, et ils ne sont pas doués pour vivre ensemble dans un habitat commun. Mais, même si c'est rare, l'amour peut frapper n'importe où et donner naissance à ces adorables hybrides de couleur caramel. Dans la plupart des cas, ils seront un peu plus petits que les ours polaires. Ils mesurent en moyenne 1,50 m au garrot, et leur poids est d'environ 455 kg. Mais ils sont bien équipés pour survivre dans des climats plus chauds, grâce aux gènes qu'ils ont reçus de leur famille grizzly. Passons maintenant à un animal plutôt coriace, le jaguar. Comme son nom l'indique, c'est un hybride issu du croisement entre un jaguar et une lionne. Nous ne savons pas grand-chose de ces grands félins intrigants, car il n'en existe que quelques spécimens. Mais un croisement imprévu entre un jaguar noir et une lionne a finalement donné naissance à deux petits jaguars. L'un avait un pelage gris foncé avec des taches noires à cause du gène dominant de la mélanine que possèdent généralement les jaguars noirs. L'autre avait une couleur de lion et les taches en forme de rosette du jaguar. Tu l'auras deviné, il existe aussi le liguar, un hybride entre une femelle jaguar et un mâle lion. En parlant de chats sauvages, as-tu déjà entendu parler de chats savannah ? Ils appartiennent à la fois à la catégorie des animaux domestiques et à celle des hybrides exotiques, puisqu'ils sont le mélange d'un chat domestique et d'un type de serval africain hybride. On parle ici d'un animal étonnant, faisant presque la taille d'un chat domestique. Mais ce qui lui donne son aspect exotique, ce sont son long corps, ses formes élancées et son pelage tacheté. Ces chats sont des créatures extrêmement loyales, intelligentes et affectueuses. Voici maintenant un mélange inattendu, un zébroïde. Techniquement, c'est le nom qu'on utilise pour décrire un hybride venant du zèbre et de n'importe quelle espèce équine. Mais si tu fais s'accoupler un zèbre et une jument, leur petit s'appelle un zébrule. Les hybrides de zèbres ressemblent généralement à l'animal avec lequel ils ont été croisés, mais avec le pelage rayé d'un zèbre pur. La plupart de ces créatures hybrides n'ont pas un pelage entièrement rayé. Il y a des rayures, surtout sur les zones non blanches de leur corps et de leurs pattes. En parlant d'hybride de zèbre, regarde cette adorable créature. On l'appelle un zébrane. Il est généralement de couleur fauve, grise ou brune. On le distingue grâce à des rayures uniques qui sont plus foncées sur ses pattes et son ventre. Contrairement à certains hybrides comme le ligre, les zébranes peuvent normalement vivre à l'état sauvage. C'est d'ailleurs là qu'on les rencontre, vivant pleinement leur vie dans la savane et dans la brousse, principalement en Afrique. Peux-tu deviner ce qu'est un chabin ? Oui, c'est une combinaison de chèvre et de mouton. Et certainement l'une des créatures hybrides les plus adorables de cette vidéo. Les chabins sont très rares. Certains experts pensent même qu'il est possible qu'ils ne soient pas de véritables hybrides, mais simplement des moutons présentant certaines anomalies génétiques. Après tout, les moutons et les chèvres portent un nombre différent de chromosomes, ce qui signifie que les mélanges entre espèces sont presque impossibles. Quand on croise un dromadaire et un lama, on obtient une petite chose mignonne appelée kama. Semblable au buffalo, le kama rassemble les meilleurs traits de ses deux parents. Le premier kama est né en 1998. Les kamas n'ont pas de bosse, leur corps est recouvert d'une fourrure douce et molletonnée, semblable à celle du lama. Ils peuvent boire de grandes quantités d'eau à la fois, ce qui leur permet de survivre sans eau pendant de très longues périodes. Le coy-loup est un hybride qui n'a pas l'air si inhabituel pour la plupart des gens, puisque le coyote et le loup n'ont pas une apparence si radicalement différente. Après tout, ces deux espèces n'ont divergé qu'il y a environ 200 000 ans. Aujourd'hui, ils sont encore capables de s'accoupler et de donner naissance à des coy-loups. Les personnes vivant dans l'est du Canada et des États-Unis connaissent peut-être ces animaux intelligents et adaptables qui peuplent leurs forêts, leurs parcs et leurs quartiers, ou parfois même leurs villes. Ces hybrides sont apparus aux environs du siècle dernier. Et ils ont repris les caractéristiques de leurs deux parents. Lorsqu'un coy-loup est adulte, il a une taille intermédiaire entre celle de ses deux parents. Mais il pèse aussi 25 kg de plus que les coyotes purs et a une plus grosse mâchoire, des pattes plus longues, des oreilles plus petites et une queue plus touffue. Voici maintenant le narluga, une créature extrêmement rare, issue du croisement entre un narval et un beluga. C'est un animal assez étrange, mais loin d'être solitaire, qui vit principalement dans l'Atlantique Nord. Les scientifiques soupçonnaient son existence depuis des décennies. En 1990, ils ont trouvé un crâne de baleine d'apparence inhabituelle dans la cabane à outils d'un chasseur inuit au Groenland. Les gens de cette région ont dit qu'il y avait d'autres animaux d'apparence similaire et qu'ils ne correspondaient à la description ni d'un beluga ni d'un narval.
Ils ont dit qu'ils avaient la peau grise, une queue semblable à celle du narwal et des nageoires semblables à celles du beluga. Les narwals et les belugas ont une taille similaire et ils partagent une même famille, celle des monodontidés. Il n'est donc peut-être pas si surprenant qu'ils puissent se reproduire avec succès dans la nature. Lions, chiens, chats, tous ces mammifères dorment dans des positions plutôt confortables. Mais pas les baleines. Elles ressemblent à des miches de pain géantes qui flottent, scène dont un plongeur a été témoin par hasard dans la mer des Caraïbes. 6 baleines se tenaient debout, la queue pointée vers le bas, à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface. Les scientifiques ont découvert que lorsque les cachalots font une sieste, ils restent dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Ils ne bougent pas et ne respirent pas. Mais ces créatures ne passent que 7% de leur temps à dormir, soit beaucoup moins que les autres mammifères. En général, elles se reposent paisiblement dans l'eau ou se détendent en nageant lentement à côté d'autres animaux marins. Lorsqu'ils bougent et dorment en même temps, ils sont en train de faire une sieste. Ces animaux ne peuvent pas aller trop profondément et doivent rester près de la surface. Les grands requins blancs dorment et chassent à de plus grandes profondeurs, ce qui signifie qu'ils ont moins de soucis pendant leur sieste. En plus on s'enfonce, plus il fait froid. Les baleines ont besoin d'environnements plus chauds qui les aident à maintenir la température de leur corps imposant. Lorsqu'ils sont seuls, les dauphins entrent dans une phase de sommeil profond. Cela se produit généralement la nuit et ne dure que quelques heures à la fois. Quand il dort, l'animal flotte à la surface. Il éteint la moitié de son cerveau. Hé, je fais pareil. Ainsi que l'œil opposé. L'autre moitié reste à un faible niveau d'alerte, éveillée et prête à réagir si un visiteur indésirable s'approche. La partie du cerveau qui est éveillée envoie également des signaux lorsqu'il est temps de remonter à la surface pour prendre une inspiration. Les mammifères marins ont un évent. C'est un lambeau de peau qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Les humains respirent de façon automatique. Ton corps sait ce qu'il doit faire même quand tu dors. Mais les baleines et les dauphins ont un système de respiration volontaire. Cela signifie qu'ils doivent aller consciemment à la surface pour respirer. Et une partie de leur cerveau doit toujours être éveillée pour informer l'animal qu'il est temps de remonter. Les baleines et les dauphins peuvent retenir leur souffle bien plus longtemps que les autres espèces. Ils ont également une plus grande tolérance au dioxyde de carbone et peuvent absorber plus d'air. Leurs globules rouges stockent également plus d'oxygène. Le sang des baleines et des dauphins ne va que dans les parties du corps qui ont réellement besoin d'oxygène. Si une baleine n'utilise que son cerveau, son cœur, ses nageoires ou d'autres muscles nécessaires à la nage, à ce moment-là, ce seront également les seules parties du corps qui recevront de l'oxygène. La digestion ou d'autres fonctions peuvent attendre. L'océan n'est pas un endroit où on peut se détendre et s'endormir paisiblement. Pendant leur sommeil, les poissons réduisent leur activité. Leur métabolisme devient lent. Certains d'entre eux continuent à flotter au même endroit. D'autres trouvent un endroit plus sûr parmi les coraux ou dans la boue. Très tôt dans leur vie, les dauphins apprennent à émettre un sifflement unique qui aide les autres membres de leur groupe à les identifier. Cela signifie que ces sifflements spécifiques sont leurs noms et les dauphins y répondent. Les palourdes ont des pieds. Ça ressemble à une grande langue qui dépasse parfois de la coquille. Mais c'est en fait le pied et il est relativement long par rapport à la longueur de l'animal. Les palourdes utilisent ce membre pour se terrer dans le sable. La baleine bleue est le plus grand animal vivant. Et elle est aussi plus grande que l'était la majorité des dinosaures. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Cela équivaut à 50 éléphants adultes. La langue d'une baleine bleue peut à elle seule peser plus qu'un éléphant. Un tel géant a besoin de beaucoup manger. 1 demi-million de calories en une seule bouchée. Le cœur de la baleine bleue fait la taille d'une petite voiture et pèse 590 kilos. Pour faire circuler le sang dans un corps aussi gigantesque, les battements du cœur sont si forts qu'on peut les entendre même à 3 km de distance. Le pouls d'une baleine ne bat que 8 à 10 fois par minute. La baleine est l'une des créatures les plus bruyantes qui existent. Son cri peut atteindre 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un avion à réaction. Près de 95% du corps de la méduse est constitué d'eau. À titre de comparaison, le corps humain est composé à 60% d'eau. Ce n'est probablement pas une surprise, puisque les méduses n'ont pas de cœur, de sang, d'yeux ou de cerveau. Les autres 5% du poids de leur corps sont constitués de protéines, de muscles et de cellules nerveuses. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc plus anciennes que les dinosaures. Ces créatures n'ont pas beaucoup changé, et les méduses d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à leurs ancêtres.
Ces créatures vivent dans l'océan, mais en 1991, plus de 2000 polypes de méduses ont été emmenés dans l'espace. Les scientifiques voulaient voir comment elles réagiraient dans un environnement sans gravité. Les méduses se sont reproduites et ont créé 60 000 nouveaux polypes. Mais malheureusement, ceux-ci ne pouvaient pas fonctionner normalement après leur retour sur Terre. Une espèce de méduse peut littéralement vivre éternellement. Quand elle vieillit, la créature descend au fond de la mer pour redevenir un polype. Et ce polype se transforme en une nouvelle méduse avec le même génome. Les requins du Groenland peuvent vivre 500 ans. Il s'agit d'un animal dont la durée de vie est presque la plus longue connue de tous les vertébrés. Les cachalots sont des créatures sociables qui passent leur vie entourées de leur famille. Ces animaux se soutiennent mutuellement et ont des amis proches dont ils se souviennent bien, même s'ils ne se voient pas pendant longtemps. Les anguilles électriques ont de petits yeux qui ne sont pas très efficaces dans les environnements sans lumière. Elles se fient donc surtout à leurs organes électriques. Ceux-ci sont constitués de 6000 cellules. Les anguilles les utilisent pour stocker de l'énergie comme des batteries. Ces créatures utilisent l'électricité comme les chauves-souris utilisent leur radar ou les dauphins leur sonar. Une anguille peut également produire suffisamment d'électricité pour alimenter un panneau d'ampoule électrique. Il existe un petit poisson archer tropical qui peut apprendre à reconnaître les visages humains. Ce poisson a la capacité intéressante de cracher de petits jets d'eau par sa bouche. Les chercheurs ont montré au poisson les images de 2 visages différents placés côte à côte. L'un était inconnu, l'autre familier. Le poisson était censé cracher de l'eau sur le visage familier. La créature a fait le bon choix dans plus de 80% des cas. Chaque année en hiver, les grands requins blancs qui vivent le long de la côte californienne disparaissent. C'est comme s'ils prenaient des vacances pendant 30 à 40 jours. Les animaux se rendent à un point situé à mi-chemin entre Hawaï et le Mexique. Ils le font pour se nourrir, se détendre ou passer du temps avec leurs potes d'autres régions. L'endroit est maintenant appelé le Café des requins blancs. Certains types de requins, comme les macos, les requins-baleines ou les requins blancs, respirent d'une manière très spécifique. Cela les oblige à nager sans arrêt. Ils doivent également se déplacer rapidement et avec la bouche ouverte. Ainsi, l'oxygène peut entrer et atteindre leurs branchies. Les éponges ou spongiaires font partie des animaux les plus primitifs. Ils sont immobiles, n'ont pas de bouche, d'yeux, d'os, de cerveau, de cœur, de poumons, ni tout autre organe. Et pourtant, ils sont vivants. Il existe une licorne des mers. C'est un animal appelé narval. Sa corne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Les lamantins, également appelés vaches de mer, sont des parents éloignés des éléphants. Leur poids peut atteindre 450 kg. Ces créatures sont végétariennes et ont besoin de manger chaque jour environ 10% de leur poids total. C'est beaucoup de salade marine. Dans certains cas, les lamantins partagent l'espace avec les alligators. Mais ils s'entendent plutôt bien. Tu peux même trouver une photo de Floride où un alligator monte sur le dos d'un lamantin. Les poissons-grenouilles ont des nageoires spéciales qui aident ces créatures à marcher sur le sable. Elles sont très utiles dans les eaux peu profondes. Un solénostomidé ou poisson fantôme est difficile à voir, mais une fois que tu l'as repéré, tu vas être très surpris. Sa tête représente plus de 40% de son corps. Les crabes n'ont pas envie de perdre du temps avec des formalités telles que mettre la nourriture dans leur bouche. C'est pourquoi ils la goûtent avec leurs pattes, là où se trouvent leurs papilles gustatives. Les iguanes marins sont les seuls lézards de notre planète qui aiment passer du temps dans l'océan, même s'ils vivent principalement sur Terre. Ce sont des herbivores qui se nourrissent dans les eaux peu profondes et nagent comme des serpents. Les iguanes utilisent leurs longues griffes pour s'accrocher au fond lorsqu'ils ont besoin de manger. Les tortues vertes peuvent parcourir plus de 12 250 km lors de leur migration. Elles essayent de trouver l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Les pingouins volent en quelque sorte lorsqu'ils sont sous l'eau, atteignant une vitesse de 40 km/h. Il y a plus de 500 millions d'années, c'est ce que j'ai entendu, moi je n'étais pas là à l'époque, les vers d'eau profonde et les humains avaient un ancêtre commun. Nous partageons donc encore 70% de nos gènes avec ces créatures. Et avec les étoiles de mer, les calmars et les pieuvres. L'océan couvre plus de 70% de notre planète et plus de 80% de celui-ci est inexploré. Plus d'1 million d'espèces y vivent. Mais il n'y a pas que des animaux. 3 millions d'épaves reposent au fond de l'océan, recelant de mystérieuses histoires. Beaucoup d'entre elles restent encore à découvrir. Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts.
Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui, mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales.
Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorite. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ?